Pardonnez-moi avec le Matin Dimanche. Océane Dayer et Philippe Roch, bonjour. Bonjour Darius. 2 générations d'engagement pour la nature, la conférence sur le climat à Katowice, notre rapport à la nature. Océane Dayer qui débute un parcours, Philippe Roch qui fait le bilan d'une vie. On a fait le compte, 29 ans, 69 ans, vous avez presque exactement 40 ans d'écart à quelques jours. Exactement, à 3 jours près. Ah, et alors Ça me donne le vertige. L'écologie a beaucoup changé en 40 ans. Oui, la situation dans le monde a changé en ce sens que la dégradation qu'on espérait combattre déjà dans les années 60 et 70 s'est poursuivie, même accélérée. Et aujourd'hui, on parle plus d'écologie, mais l'action est vraiment pas satisfaisante. Votre regard, Océane Dayer, si les grands ancêtres de l'écologie en Suisse romande, il n'y en a pas tant que ça. Philippe Roch, qui d'autre? Là, vous me prenez un petit peu de court, j'avoue que j'ai pas un nom en tête comme ça, mais pour revenir à la première question, c'est vrai que du point de vue de ma génération, il y a une certaine frustration, je dirais même peut-être des fois une petite colère de se dire mais comment c'est possible? On sait depuis 40 ans, même plus, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ose accuser, je dirais. Vous, mais c'est la génération d'avant. On savait et pourtant on a continué. On a même exagéré. Aujourd'hui, on vit dans l'excès. Et l'excès a des conséquences. Et puis, alors oui, on commence à se poser des questions. On sait qu'on doit faire. On n'arrive pas encore à faire. On sait qu'on doit faire. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de dire non, mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce que finalement, nous devons vivre avec les conséquences de ce qu'on aurait pu régler avant? Mais bon, je crois que l'heure est plus vraiment à se dire mais c'est la faute de qui? C'est plutôt de dire mais est-ce qu'ensemble on n'est pas plus fort? Apprendre des expériences de ceux d'avant et arriver avec des innovations de ceux de maintenant et puis résoudre les problèmes. La prise de conscience, on a l'impression que ces derniers mois, il y a eu une accélération, vraiment une prise de conscience quasi quotidienne. Des gens, même qui ne sont pas des écolos à la base, qui disent tiens, il y a moins de moineaux, par exemple. La biodiversité qui a changé. Ça, vous le constatez? Alors, on constate, je veux dire, au vu de l'été qu'on vient de passer, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs ou même tout citoyen a réalisé qu'il y avait moins d'eau. Il n'a pas plu, il a fait très chaud. Les histoires des insectes sur les pare-brises des voitures, c'est un exemple aussi qu'on utilise beaucoup. Il n'y en a plus. Ce n'est pas des impressions, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a, mais les chiffres sont clairs. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne qui a montré que 75% des insectes volants ont disparu dans les 20 dernières années. On le sait, et en plus, on sait même pourquoi. On sait que l'agriculture intensive est problématique, on sait que les biocides, les pesticides posent problème, et puis on sait, et puis on accumule les données, et en fait, on n'arrive pas à prendre les actions pour changer. C'est difficile. Philippe Roch, vous avez un rapport vraiment charnel à la nature. Vous êtes un écolo, on en reparlera tout à l'heure, poétique, méditatif, vous utilisez la méditation, vous vivez dans la nature, vous tuez des bêtes vous-même, par exemple. Vous avez toujours dit, ça vous arrive, moutons, une vie de ferme. Pour vivre le cycle. Vous observez ça dans la nature toute proche, que ça a changé? Oui, il y a des bonnes nouvelles, mais dans la toute proche, on a pas mal travaillé pour améliorer la situation. Donc, par exemple, j'ai autour de chez moi des huppes qui viennent chaque année, qu'il n'y avait pas autrefois. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est les oiseaux? Pour les oiseaux, oui. Les mammifères, il y avait beaucoup de sangliers, de chevreuils. C'est pas tout négatif. J'aimerais compléter ce qu'a dit Océane tout à l'heure par rapport aux causes. C'est que, bien sûr, l'agriculture joue un rôle, mais il faut regarder comment se transforme le paysage. C'est le béton, c'est les infrastructures, les autoroutes, et on ne parle que d'augmenter ça. Et j'ai évoqué ça l'autre jour dans un excellent temps présent sur les oiseaux, et juste après moi, il y avait Doris Le Tertre qui dit « Ah oui, mais on ne peut pas faire sans la croissance. » Je veux dire, la croissance, elle nous met dans le mur. Alors, ça, c'est votre livre « Croissance, décroissance » qui paraît aux éditions Jouvence, Philippe Roch. C'est la grande question de votre génération, Océane Dayer. Est-ce qu'il faut, oui ou non, décroître? Est-ce qu'il faut, à un moment donné, dire, voilà, on ne peut plus croître? Qu'est-ce que vous pensez? Mais je pense qu'il faut un petit peu se sortir la tête du guidon. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment la bonne question. Le problème, ce n'est pas la croissance en soi, c'est notre obsession avec ce chiffre qui est le PIB, qui est un chiffre qui ne représente ni le bonheur, ni le succès humain d'une société. Donc, c'est cette obsession
avec la croissance du PIB et le fait que... Pardon, quand même un progrès magnifique depuis la guerre. Hein. Des générations et des générations se sont élevées, ont pu bien sûr. faire de meilleures études, etc. On peut renoncer à ça? Non, mais c'est pas renoncer. C'est renoncer à avoir cela comme seul indicateur et comme seule raison de base pour prendre des décisions politiques. L'écologie, c'est quoi? L'écologie, c'est la base de la vie. Donc, est-ce qu'il faut vraiment opposer la base de la vie avec l'économie? Non, parce qu'il n'y a pas d'économie sans base de la vie. Donc, c'est dommage d'opposer ces deux. C'est pas tenable. Est-ce qu'on n'est pas tous schizophrènes? On voit la consommation d'avions. Hein. Tout le monde, presque tout le monde prend l'avion de manière tout à fait disproportionnée. La consommation par Internet, on a vu les chiffres. Hein, ça devient, quand on fait du streaming, quand on fait un mail, etc. Alors, on est tous des consommateurs massifs. Est-ce qu'on n'est pas schizophrène? Nous sommes piégés dans cette croissance quantitative. Et les gens ont de la peine à en sortir parce qu'ils ne voient pas comment. Dès que vous avez un peu de stabilisation, voire de décroissance, on dit mais qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va payer les retraites? Comment on va soigner les vieux, etc. On l'a vu dans cette bataille des Gilets jaunes en France. En théorie, tout le monde est pour décroître, pour faire attention, mais dès que c'est soi et que ça devient dur, c'est la fin du mois contre la fin du monde. Mais je pense qu'on est vraiment piégé parce que, comme le disait Océane, on peut trouver des chemins où le bonheur est beaucoup plus grand dans la simplicité, c'est ce qu'on appelle la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, etc. Ça va jusqu'où, pardon? Pierre Rabhi dit voilà, il faudrait vivre comme dans un hameau de 1900, c'est-à-dire beaucoup moins se laver, beaucoup moins, etc. On en sourit, mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas au moins cohérent? Oui, lui, il est cohérent, mais on peut très bien avoir une vie très moderne, mais plus simple au niveau de cette consommation absurde. Si on supprimait déjà toutes les consommations absurdes que nous avons, ça irait déjà beaucoup mieux. Mais qui le fait vraiment, pardon? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez moins l'avion, franchement? Je prends moins l'avion qu'avant. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que je prends l'avion? La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a 2 ans. Ah oui, donc vous êtes très cohérente. Non, oui, je prends parce qu'en Europe, j'ai pas été en dehors de l'Europe. Si je vais en dehors d'Europe, effectivement. Vous êtes aussi radical? Oui, moi je ne voyage plus. Moi, je voyage en Europe. Je fais des petits voyages en France, etc. Et j'ai pris l'avion il y a 2 ans pour aller voir mon fils à Abu Dhabi. Mais c'est une cause familiale. Les gens se posent des questions. Manger de la viande, beaucoup vous disent maintenant, voilà, écologiquement, le bilan écologique quand on mange de la viande n'est pas très bon. Là aussi, est-ce que vous mangez de la viande, par exemple? Oui, je mange de la viande. En faisant attention? Je fais attention de ne pas en manger beaucoup et je fais attention surtout de la manière dont elle a été produite et d'où elle vient. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais quand même revenir sur une chose que vous disiez avant. Je pense qu'il faut faire très, très attention de ne pas opposer lutte sociale et lutte environnementale. Vous parliez juste avant des Gilets jaunes. Je pense que ce n'est pas du tout le bon chemin à prendre. Parce que, évidemment, si les gens ont l'impression qu'on les laisse sur le bas de la route, si on se sent délaissé, il n'y a pas de raison qu'on fasse quelque chose pour le bien commun. Donc, dans le mouvement, en tout cas climatique, alors j'aimerais que ça s'ouvre au mouvement environnemental, mais en tout cas, dans le climat, il y a vraiment une combinaison des luttes, et ça s'appelle la justice climatique. Parce que la justice sociale et la justice environnementale, on ne peut pas les séparer, sinon on n'y arrive pas. Est-ce qu'on arrivera aux contraintes, aux vraies contraintes? Certains disent, tôt ou tard, il y aura une forme de dictature, c'est le mot peut-être un peu là, mais d'autoritarisme écologique. On dira, on forcera les gens à moins prendre la voiture, à moins prendre l'avion, etc. Un jour, on y arrivera, d'après vous, Philippe? Alors, moi, je ne souhaite pas, c'est ma plus grande crainte, d'ailleurs, dans l'évolution, qu'à un moment donné, quand il n'y aura plus assez pour tout le monde, les gens vont s'entretuer pour manger le dernier bout de jambon. Et ça, il faut l'éviter avant que ce soit la nature qui nous l'impose, parce qu'il y aura trop de monde qui consomme trop, et puis il n'y aura plus assez de ressources. On est déjà quand même en train de dégrader d'immenses zones, notamment dans les pays en développement, pour fabriquer nos téléphones, pour subvenir à nos soi-disant besoins. Et là, il y a des gens qui souffrent déjà à ce niveau-là. Et il faut s'arrêter et il faut changer de vie pour une vie plus heureuse, plus simple, aussi plus sociale. Moi, je suis d'accord avec Océane. Quelqu'un a magnifiquement résumé ça dans l'écologie intégrale. C'est le pape François. Dans son Laudate aussi, il fait parfaitement le lien entre la pauvreté, l'écologie. Et il n'y a que ce chemin-là qui peut nous sortir de la situation actuelle. Il n'y aura actuelle. pas forcément besoin d'ailleurs de l'imposer, parce que quand on sera arrivé dans le chaos climatique et le chaos environnemental, les gens vont volontairement réduire, vouloir changer, parce que la vie sur Terre sera devenue tellement moins agréable, on racontera des histoires de comment c'était, les gens vont volontairement vouloir changer. Malheureusement, pour certaines choses, ça sera trop tard. L'idée écologique, en tout cas, a fait du chemin, c'est très frappant. Même dans les jeunes générations, les enfants, etc., il y a une conscience, alors, tout ce qu'on dit à l'école, dans les médias, etc. On sent que l'idéologie, c'est devenu une idéologie dominante, en tout cas une grande partie de la société. Ça, j'imagine, ça vous ravit, l'un et l'autre? Oui, mais quelle écologie? Je trouve que c'est bien, on en parle plus.
Mais vous voyez, le climat, on en parle tous les jours. On a augmenté de 40% les émissions de CO2 depuis la signature de la Convention en 1992. Et puis pourquoi ? Parce qu'on est piégé dans cette croissance. Tout le système est fait pour qu'on consomme plus. Et on engage les gens à consommer. Et autrefois, ce n'était pas le cas. Et donc, il y a vraiment, vous parlez de schizophrénie, mais il y a un peu ce problème-là. C'est les téléphones et puis, pour portables moi, ce que qui tout le monde manque... a, hein, les Suisses qui changent si souvent de téléphone portable, souvent les mêmes, qui sont écologistes dans l'âme. Enfin, ils ont très envie d'acheter une nouvelle iPhone. Et moi, ce qui manque beaucoup alors, dans la pratique aujourd'hui de l'écologie, c'est le rapport à la nature qui est vraiment très négligé. On parle de biodiversité, c'est déjà un petit peu, je trouve, presque trop scientifique. Parlons-en, hein, ce rapport à la nature. Vous incarnez ça, Philippe Roch. Vous, la méditation, embrasser les arbres, regarder la nature. Souvent, dans les écoles, on apprend moins le nom des arbres. Il fut un temps où la botanique, c'est très important. Vous pratiquez ça. Vous parlez toujours aux arbres ? Oui, bien sûr. Et eux me parlent. C'est ça qui est extraordinaire. Ils vous disent quoi ? Et j'ai très souvent, dans des moments difficiles, été me reconstruire dans la nature. Et quand vous êtes en communication avec cette nature, moi je suis sur le plan spirituel, c'est-à-dire qu'on est dans la méditation, on fait taire un petit peu tous nos sens, etc. Et là, par l'intérieur, on sent cette présence qui vous rééquilibre. Vous étiez un précurseur, pardon, parce c'est devenu une mode, hein, la sylvothérapie, etc. Vous êtes un précurseur en ça. Tout ça, ça vous touche, Océane ? Alors, pour moi, c'est... Non, je ne parle pas aux arbres. Et puis pour moi, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Alors, on peut la trouver dans la nature, dans son rapport aux arbres ou à d'autres espèces vivantes, mais on peut trouver des spiritualités avec d'autres moyens, avec beaucoup de moyens. Par contre, je suis assez convaincue qu'effectivement, notre rapport à notre environnement est fondamental. Finalement, on a cette expression en français, on dit avoir les pieds sur terre. Mais c'est un petit peu ça. C'est juste sentir physiquement ce qui nous entoure, prendre le temps de réaliser qui on est, donc aussi dans sa chair, et puis dans, finalement, ce qui nous entoure. Et puis, ça a un impact sur sa façon de vivre, sur sa façon de s'alimenter, sur sa façon d'être avec les autres. Il y a une critique, on entend parfois dans certains milieux une critique de l'écologie, entre guillemets, bobo, qui est très théoricienne sur les pôles, etc., mais qui s'intéresse moins, effectivement, qui s'intéressait moins aux moineaux, à ce qui se passe vraiment dans la nature chez nous. C'est en train de changer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, tout d'un coup, ont l'impression qu'ils vivent beaucoup trop vite. Et je pense que la notion du temps est absolument fondamentale dans la discussion qu'on a ici. C'est d'avoir le temps de se dire « Non mais, qu'est-ce que je fais avec ma vie ? Pourquoi je suis là ? Quels sont mes objectifs ? Quels sont mes objectifs personnels ? Quels sont mes objectifs dans ce groupe de la société dont je fais partie ? » Et prendre le temps de ça, je pense qu'en général, on fait un certain retour à la nature quand on peut le faire. Le temps de vie, ça nous amène à votre expérience personnelle. Philippe Roch, le cancer, pour vous, a été une césure, c'est 2007, je crois. Oui. La première fois, une tumeur se déclare et votre vie a changé. Hein. Ça a été un cap. Ça a accéléré ma vie. C'est-à-dire que j'avais déjà pris la décision de quitter mes fonctions en 2005 pour me consacrer davantage à la vie intérieure, à la mystique, si vous voulez, puis à mon rapport à la nature. Et la maladie, elle m'a dit, mais vas-y maintenant. Donc ça m'a accéléré et j'ai pris une autonomie depuis là. Je vis dans ma maison, je médite beaucoup. Alors j'écris, je fais des conférences, j'ai encore quelques contacts avec le monde réel. Mais c'est vrai que ça m'a poussé à cela. Et j'ai fait une approche aussi de la mort, que maintenant peut-être d'ailleurs à courte échéance. Et j'ai intégré tout ça, je l'ai accepté. Le cancer vous a rattrapé, il y a eu combien d'opérations ? J'ai dû avoir 8 opérations majeures de plusieurs heures. C'est une expérience à chaque fois, hein. Le réveil, la survie. Oui, puis d'aller en opération en se disant, je lâche prise, je ne reviendrai peut-être pas. Ça, j'ai pu le faire chaque fois et dans une grande sérénité. Ah, vous êtes un cas, vous l'exprimez, vous dites, voilà, cette semaine, je crois, ou la semaine passée, vous êtes allé aux pompes funèbres, on va citer le nom, mais voilà, vous organisez votre mort. Oui, ça, c'est nouveau, mais comme j'ai des perspectives d'opération en tout début d'année prochaine, dont une au cerveau qui va être assez difficile. De nouveau les tumeurs. De nouveau une tumeur qui est la même, hein, qui repart. Et je me suis dit, mais j'ai envie que mes enfants, le jour où je suis mort, ils n'aient plus qu'à appuyer sur un bouton, pas avoir trop de problèmes. Donc j'ai organisé mes funérailles. Donc là, vous appelez vos enfants, vous appelez votre fille, vous lui dites, voilà, on va faire comme ça. Oui, et puis j'ai parlé avec elle, puis c'était formidable, parce qu'elle est parfaitement consciente de ça. Puis elle me dit encore, tu as choisi la musique. Je dis oui, mais on pourra encore changer. Elle me dit, on va mettre de la musique, on va danser, on va mettre plein de couleurs. J'ai dit, mais je peux partir en paix. Hein, on dira quoi aux funérailles de Philippe Roch ? Il y aura quelques témoignages, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura des amis qui seront là
pour être un peu ensemble autour de moi, je pense. Et vous serez enterré où? Je pense que je vais être incinéré, on verra. Et après? Alors après, c'est la conscience ou c'est l'âme. Franchement, c'est un territoire que je connais mal. Et c'est pour ça que, moi, de tout le côté spirituel, c'est une grande question, si vous voulez. Mais j'ai des convictions que notre vie concrète, elle est éphémère. On va disparaître, on va retourner à l'humus. Et puis, mais il y a quand même quelque chose qui reste. Et ça, par la méditation, on devient très, très proche de cette conscience. Alors, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'âme du monde. La nature. Et l'être aussi dans la nature. On peut être si serein, pardon, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant, votre façon de parler de votre mort peut-être très proche, de façon aussi... on peut être si serein vraiment, ou c'est en même temps très difficile, forcément? Non, c'est un chemin, je pense. Si on est pris dans le quotidien, ça doit être difficile d'imaginer qu'on disparaît. Mais moi, j'ai travaillé là-dessus depuis presque mon enfance. J'ai perdu mon père très jeune. La mort m'a toujours accompagné. À 8 ans, vous avez 8 ans. Hein. Oui. Ça, déjà, c'était le premier face-à-face. Oui, c'était vraiment un face-à-face. Hein, oui, ça m'est resté toujours très marqué quand même par cette disparition. Puis après, c'est tout ce travail spirituel et cette conviction que voilà, la vie s'achève. Et je suis vraiment en paix quand je pense à ça. Océane Dayak, quand vous écoutez ça, on est à 40 ans de distance, je vous souhaite à vous aussi, le plus tard possible, pourvu que ça n'arrive pas, mais enfin, quand même, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, et je dois dire que comme on parle du temps, et puis du temps qui vous reste éventuellement, et du temps qui... Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le temps qui nous reste, pour aussi achever aussi le travail que vous avez commencé. Et c'est vrai que le dernier rapport des experts sur le climat qui nous disent on a 12 ans. Alors, je ne veux même pas parler des problèmes de biodiversité. Le WWF nous dit on a perdu 60% de la biodiversité les 40 dernières années. On a 12 ans pour éviter les pires scénarios climatiques. Et cette mise en rapport du temps, elle me fait très peur. Moi, je me dis, c'est pas possible. On peut pas. On est une humanité, on est rempli d'intelligence et de créativité. C'est pas possible qu'on n'arrive rien à faire. Et donc, je souhaite finalement qu'on puisse en tout cas continuer le combat que vous avez commencé, puis que surtout vous puissiez même peut-être voir quelques résultats encore. Merci. Comment ça se passe? On dit au revoir aux gens quand on est dans cette perspective-là. Vous avez eu 3 compagnes, hein, Philippe Roch? Oui. Voilà, 3 compagnes dans une vie. Il y a un moment où on dit au revoir aux gens? Oui, la mère de mon fils est décédée déjà, elle est aussi d'un cancer. Et on a eu les derniers temps beaucoup de contacts et aussi très, très paisibles. Oui, on dit au revoir, et puis elle est toujours là, elle est toujours dans mon cœur, et je pense qu'on a encore une communication spirituelle, en tout cas. Quelques photos pour rappeler votre parcours. Vous mentionniez vous-même les arbres et les enfants. Il y a une photo qui l'illustre bien. Voilà, là, ça c'est chez vous. Il y a l'arbre. C'est l'arbre que vous enserrez, c'est ça? Oui, c'est un gros peuplier qui doit avoir au moins 150 ans et qui est juste devant ma maison, donc on se parle tous les jours. Ça, c'est votre ami? Oui. Puis quand je pars, je lui dis au revoir. Et quand je reviens, je lui dis bonjour. Et vos enfants, Léa et Vincent, eux, ils ont tout de suite entré dans vos histoires, ou quand vous êtes commencé à parler aux arbres, ils ont pensé que vous partiez de la cafetière? Non, je crois pas. Je crois qu'ils acceptent ça très, très bien. Ils ont une autre vie spirituelle, mais non, on est très... C'est pas pour rien qu'on s'est les 3 devant cet arbre. Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Il faut leur demander à eux. Mais je crois qu'ils apprécient beaucoup ma manière de vivre, mes choix de vie, ma philosophie. En tout cas, ils ont un très, très grand respect pour ça. Je reçois souvent des messages d'eux qui sont très, très touchants. Vous parliez des origines de cette famille très nombreuse. Hein. Vous étiez 9 frères et sœurs. Oui. Il y a des images qui le rappellent. Hein. Le petit garçon entouré de sœurs. Combien de garçons, combien de sœurs dans la famille? Il y avait 4 garçons et 5 filles. Ça, c'est extraordinaire. Là. Évidemment, les robes sont toutes pareilles. Vous avez quel âge, là? Ça, j'avais 1 année. Là. Quelle réflexion en voyant cette photo, le chemin parcouru? Non, alors ce côté famille m'était très important. Après, c'est devenu un peu lourd. Il y avait ce côté catholique très, très puissant, qui était un peu, au niveau de l'adolescence, ça a une difficulté. C'était difficile d'en sortir, au fond. L'évêque, souvent à la maison, voilà. Le cadre vraiment très bourgeois, en tout cas traditionnel. Hein. Oui. Avec beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de qualités, des valeurs aussi que j'ai gardées, mais un formalisme un peu lourd. Le côté moral, hein, ça vous est resté très moral. Alors moi, je suis très moral aussi, mais pas rattaché à une doctrine religieuse, mais à une moralité de base, naturelle, je dirais. Vous étiez un petit enfant comment? Là, on voit avec votre grand-mère, votre mère à côté. C'est les narcisses. Hein, ça, on n'oserait plus faire ça aujourd'hui, évidemment, d'aller cueillir les narcisses. Mais voilà, c'était... Une autre photo, on vous voit
avec un ours, enfin, voilà, là. Ça, c'est mon premier contact étiez- avec l'ours. Ouais. Vous étiez un enfant comment? Ça m'a marqué à vie. Vous étiez un enfant comment? Très sage, très gentil. Moi, j'avais pas de... J'étais pas compliqué, je crois. Ouais. Mais avec un caractère qui a pu être difficile. Vous avez une très grande carrière politique. Les conseillers fédéraux ont été vos patrons, souvent un peu vos adversaires. Quand il fallait se battre, vous vous battiez. Oui, c'est vrai. Ah oui, genre, Vous n'avez pas un caractère très facile. j'ai construit une conviction Hein? et la conviction qu'il fallait se battre. Alors ça, c'est vrai. Ouais. Mais ça m'est venu à l'adolescence. J'ai vu le monde autour de moi. Je dis, on ne peut pas laisser faire. Je disais la même chose qu'Océane. Et puis voilà, je me suis engagé dans la politique, au VVF, très vite. Le côté militant, combatif, ça a toujours été vous? Oui, oui. Et je le reste. Hein. Je suis apaisé, je suis dans une phase, disons, plus spirituelle, mais je réagis encore. Hein. Océane Daher, ça vous va très bien. Vous êtes aujourd'hui un des nouveaux visages de l'écologie, avec les points. Avec les points. Oui, avec le combat. Je veux dire, Ah, on pardon, voit avec que les points. Oui, j'ai pas vous compris y la allez. question, excusez-moi. Oui, absolument. Hein? Mais en fait, c'est assez intéressant parce que vous avez fait avec le temps plutôt le chemin vers la sagesse. Et moi, j'ai l'impression que, je perds aussi un peu patience. Qu'en fait, j'étais beaucoup plus institutionnelle quand j'ai commencé en disant mais non, mais c'est le cadre institutionnel qui doit changer. Et j'y crois toujours. Je pense toujours qu'il faut un cadre institutionnel pour permettre aux individus d'agir en accord avec leur environnement. Ouais. Ça peut pas être un combat quotidien de faire les choses bien. Mais par contre, je vois que ça bouge pas. Je me frustre un petit peu et du coup, je deviens un petit peu aussi plus activiste, je dirais, alors que je vieillis. C'est intéressant. Il y a eu Ouais. des causes. Oui, c'est pas encore, mais continuez. presque, On a hein. besoin d'activistes déterminés. Il y a eu des causes, socialisme ou autre, hein, où il y a eu les partisans de la non-violence et aussi des partisans de la contrainte, de la force, de la violence. Ça existe dans l'écologie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, là, notamment les militants véganes, militants qui disent qu'il faut être plus agressif. Vous ressentez cette tentation? Non, parce qu'il y a aussi un très grand mouvement, et d'ailleurs c'est le mouvement majoritaire en écologie, c'est le mouvement de non-violence. Hein? Donc oui, on met son corps, on va bloquer des mines de charbon. Alors je dis on, je ne l'ai jamais fait, mais on peut le faire. L'illégal, vous ne le Déjà- feriez jamais? Si, Le je saut vers pense, l'illégal? je Ouais. pense que on arrive à un point où la désobéissance civile va devenir nécessaire. Les grands Oui. ancêtres qui allaient combattre à Crémalville, certains qui sont essayés. Alors, vous y étiez, vous? Oui, comme Voilà. je disais. Vous n'avez jamais franchi le saut de l'illégalité? Si, un peu? Alors, l'illégalité, dans la mesure où elle est pacifique, l'occupation des abattoirs par les véganes, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, vous aussi? Ce que je rejette, c'est la violence. Voilà, mais c'est pareil, mais il y a un mouvement non violent qui est très présent. Je reviens là-dessus en environnement, où vraiment on utilise le poids de son corps, la masse, le fait d'être 6000 par exemple, empêche finalement la police de mener à des arrestations, des choses comme ça. Ça, c'est de la désobéissance civile, et la désobéissance civile, c'est sans violence. C'est très important. Et le mouvement environnemental, vraiment, se donne énormément de peine pour être non violent. Et je pense que c'est impossible de gagner le combat si on est violent. Bon, tout à fait Donc, d'accord. je rejette entièrement la notion de violence dans le combat environnemental. Le passage de Philippe Roch de l'écologie, disons, un peu politique à une écologie qui est plus quasiment métaphysique, vous l'éprouvez? Alors, je dirais que je prends un peu deux voies. Je suis encore très dans l'écologie politique. Hein? J'attends beaucoup du cadre institutionnel. Et donc, je dirais que je mets beaucoup d'énergie dedans. Je mets aussi beaucoup d'énergie dans la sensibilisation et le dialogue avec des gens qui m'entourent, avec d'autres gens que je rencontre au quotidien à travers mon travail ou à travers mes engagements bénévoles. Mais, et puis, je mets évidemment de l'énergie dans l'activisme et dans le combat quotidien. Je dirais pas que j'ai une très grande partie qui va dans cette spiritualité, mais quand j'aime bien aller courir. Alors quand je vais courir en forêt ou quand je vais marcher en forêt, quand je me retrouve enfin dans la nature, oui, je ressens vraiment cette connexion. Et là, je la reconnais. Alors elle n'est pas au centre de ma vie, mais elle existe et je pense qu'elle fait du bien. 40 ans vous séparent, on le rappelle, 40 ans et 3 jours. Quel conseil vous donnez l'un à l'autre? Allez, la transmission, Philippe Roch, qu'est-ce que vous... Alors, ma transmission, c'est... Océane, c'est de aux continuer. générations Non, mais qui ça me suivent. rassure de voir des jeunes qui se sont engagés comme elle. C'est pas juste idéologique ou dans la pensée, mais dans l'action, dans la volonté, même dans la colère non violente. Alors bravo. Non, ça me rassure. Moi, je repars encore bien plus volontiers quand je vois qu'il y a de telles personnes comme Océane qui se battent. Vous n'avez pas encore d'enfant, Océane? Non. Quand ce sera le temps, vous leur léguerez quoi? Alors, je leur lèguerai, je pense, des valeurs. Hein? Moi, j'ai l'impression que, par exemple, mes parents m'ont légué des valeurs qui sont le fondement même
de ma vie. Alors, ils n'ont pas forcément les mêmes engagements que moi, mais ces valeurs-là, je les porte, elles sont très importantes et je les léguerai. Il y a des Je leur léguerai écologistes ça. extrêmes qui disent qu'il faut moins faire d'enfants. Hein. Vous ne partagez pas ça? Je pense que s'il y a que les gens qui sont contre l'écologie qui font des enfants, on va pas s'en sortir. Non, blague à part, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Effectivement, c'est vrai. Moi, je pense pas que j'aurai pas d'enfants. Je crois qu'un jour, j'ai envie d'avoir des enfants, mais je comprends que ça soit une réflexion. Et c'est vrai que c'est pas à prendre à la légère sur l'impact que ça a. Mais si je peux donner aussi mon conseil à Philippe maintenant, c'est bien, profite de chaque instant. Continue ton combat, oui, mais prends soin de toi. Merci, Voilà. merci beaucoup. Merci infiniment. Ce sera quoi votre mot de la fin, Philippe Roch? La dernière pensée, on y pense forcément quand on est face à des moments derniers, comme vous peut-être. La dernière pensée, c'est quoi? Elle est pour qui? C'est une pensée de paix, de bienveillance sur le monde, bien sûr sur les miens, sur mes enfants, ils sont toujours là présents. Mais c'est ça, ma position, c'est de la bienveillance. C'est de dire, mais allez en paix. Moi, je pars en paix, mais que ce monde trouve la paix. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, Océane Daïr et Philippe Roch. Merci beaucoup. Merci à vous. Iris. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.